15 avril 1945. La 11e division blindée britannique franchit le périmètre de Bergen-Belsen. Les chars Sherman percent la clôture. À l'intérieur, deux mondes se percutent. L'armée britannique découvre 13 000 cadavres en décomposition sous le soleil du printemps. 13 000 morts. C'est la population d'une ville européenne entière, effacée et entassée dans la boue. 60 000 survivants ressemblent à des squelettes. Le typhus et la faim consument les derniers souffles. Au milieu des corps, 3 femmes marchent calmement. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath, Johanna Bormann. Elles portent l'uniforme SS. Elles sont jeunes. Comment de telles carrières commencent-elles? Est-ce le produit d'un système d'État ou un choix personnel? Dans 8 mois, un bourreau britannique passera une corde autour de leur cou. Elles seront pendues après un procès historique. Mais aujourd'hui, elles règnent encore. Irma Grese n'a que 21 ans. Avant de devenir la hyène d'Auschwitz, elle n'était qu'une simple employée de ferme. 2 décembre 1944. Sur les cartes de la Wehrmacht, Bergen-Belsen n'est pas un centre de mise à mort. C'est un simple stalag, un camp pour prisonniers de guerre ouvert en 1940. L'infrastructure est sommaire, elle n'est pas conçue pour l'extermination. Il n'y a aucune chambre à gaz, aucun crématorium industriel. Pourtant, le site devient un piège mortel par simple décision logistique. La direction transforme le camp en une zone de transit saturée. C'est la politique du chaos calculé. La capacité d'accueil est fixe, mais le nombre de détenus explose. Début 1945, la population dépasse de 10 fois les limites prévues. La densité humaine devient l'arme principale des SS. Sans nourriture, sans hygiène, sans médicaments. Les officiers appliquent une stratégie de négligence délibérée. Les corps s'entassent par centaines chaque jour. La logistique remplace l'exécution. En avril 1945, le camp ouvre ses portes au premier convoi massif de prisonniers juifs. L'effondrement des lignes à l'est transforme Bergen-Belsen en un cul-de-sac mortel. Ce n'est plus un camp, c'est un point de saturation biologique. L'infrastructure craque sous la pression des évacuations massives. En juillet 1941, 14 000 prisonniers soviétiques franchissent les barbelés. La faim et le froid les brisent. En moins d'1 an, la quasi-totalité de ce contingent est rayée des registres. Les corps s'entassent dans les fosses communes du secteur 2. Combien d'hommes peuvent survivre sur une surface prévue pour 10? La réponse tombe en mars 1945. La population explose à 45 000 détenus. Les baraquements sont des cloaques. Les prisonniers gisent dans leurs propres excréments. L'eau est un poison. Le typhus se propage dans l'air saturé par l'odeur de la gangrène. 18 000 morts en un seul mois. C'est plus que les pertes de certaines divisions au combat. 600 décès par jour. 25 morts chaque heure. Berlin envoie un spécialiste pour gérer le chaos. Le 2 décembre 1944, Joseph Kramer franchit les portes de Bergen-Belsen. 39 ans. Un regard lourd sous des sourcils épais. Il arrive d'Auschwitz-Birkenau. Là-bas, il dirigeait l'extermination avec une précision industrielle. On ne l'appelle pas encore la bête de Belsen, mais son dossier parle pour lui. Kramer ne voit pas un camp de concentration, il voit une usine. Une usine dont les rouages sont grippés par la faim et le typhus. Le nouveau commandant attend de l'ordre. La réalité n'offre que l'agonie. Kramer ne vient pas seul, il déplace ses cadres. C'est une rotation de management dans l'horreur. Il amène avec lui des femmes qu'il a formées au milieu des cheminées de Birkenau. Des gardiennes éprouvées, des professionnels de la cruauté qui connaissent ses méthodes. Parmi elles, 3 noms s'apprêtent à entrer dans l'histoire par le sang. Le personnel féminin prend ses quartiers. Elisabeth Volkenrath, 25 ans, ancienne coiffeuse de Silésie. Son nom s'inscrit désormais dans la hiérarchie du sang. Elle incarne l'ascenseur social du Troisième Reich. Une trajectoire fulgurante de la vie civile au sommet de la terreur. Le système des camps l'absorbe dès 1942. Elle débute à Ravensbrück, puis Auschwitz. Sa promotion défie toute logique administrative classique. En novembre 1944, elle devient Oberaufseherin. Elle supervise l'intégralité du personnel féminin et des détenus. C'est un pouvoir absolu, une autorité que la vie civile allemande refusait alors aux femmes. Comment devient-on un rouage de la mort? Les survivants décrivent une violence banale. Volkenrath frappe les prisonniers comme on chasse des mouches. Elle participe aux sélections pour les chambres à gaz. Un geste de la main suffit, esclavage ou mort immédiate.
Elle dirige personnellement 3 exécutions par pendaison. L'avance soviétique force l'évacuation d'Auschwitz. Volkenrath ne s'enfuit pas. Elle change de poste. En février 1945, elle est transférée à Bergen-Belsen. Si les plus jeunes cherchaient une carrière, Johanna Bormann, 52 ans, a choisi le système pour l'argent. Elle entre dans la SS en 1938. Elle a 45 ans. Avant cela, elle servait comme missionnaire. Une femme profondément religieuse qui échange la Bible contre un salaire supérieur. Le mal devient une opportunité financière. 7 ans de service. Un parcours méthodique à travers l'archipel de la mort. Lichtenburg, Ravensbrück, Auschwitz, Hindenburg. Elle revient à Ravensbrück avant d'atteindre Bergen-Belsen en mars 1945. Les détenus lui donnent un surnom, la femme au chien. Bormann ne se déplace jamais seule. La chienne de garde, un berger allemand massif, attend l'ordre. Bormann pointe le doigt. Un cri sec en allemand retentit. L'animal bondit. La bête s'acharne sur des femmes squelettiques. Les crocs déchirent les jambes. Le métal des dents broie la chair, racle l'os. Le bruit du tissu qui craque se mêle au grognement sourd de l'animal. Bormann observe. Elle ne détourne pas le regard. Son visage exprime une satisfaction calme. Au moins 2 prisonnières succombent à ces morsures, peut-être plus. Personne n'a tenu le compte exact des victimes. Bormann reste immobile devant les corps mutilés. Irma Grese est le produit le plus pur de l'éducation nazie. En 1943, elle n'a que 20 ans. Pourtant, elle gère déjà la vie et la mort de 30 000 prisonnières à Auschwitz. Comment la fille d'un producteur de lait finit-elle par diriger un secteur entier du plus grand complexe d'extermination? La réponse se trouve dans les dortoirs de Ravensbrück. Elle quitte l'école à 15 ans. À 19 ans, elle intègre le système concentrationnaire. Ses instructrices lui apprennent une règle unique. Le détenu n'est pas un humain. La violence n'est pas une option, c'est un outil de gestion. En 1945, elle arrive à Bergen-Belsen. Elle apporte avec elle une créativité sadique déjà légendaire. Le contraste est total. Des cheveux blonds parfaitement coiffés, des yeux bleus limpides, un visage d'ange sous une casquette SS. Mais dans sa main droite, elle tient un objet unique. Un fouet en cuir tressé, recouvert d'une gaine de cellophane transparente. L'astuce est technique. La cellophane empêche le sang des victimes de pénétrer le cuir. Un coup de chiffon et l'arme est propre. Irma Grese ignore les ordres de son propre commandant. On lui demande d'arrêter les flagellations. Elle refuse. En 1944, la petite fermière domine 30 000 femmes. Elle découvre un plaisir noir dans la souffrance d'autrui. La jeune femme de 21 ans réalise alors qu'elle possède un pouvoir absolu sur chaque souffle de vie. Mars 1945. Le front s'effondre, mais la machine de mort s'accélère. À Bergen-Belsen, la mortalité atteint 60%. 18 000 prisonniers meurent en un seul mois. 600 décès par jour, 25 par heure. Un cadavre toutes les 2 minutes. Dans ce chaos, le trio Grese, Volkenrath et Bormann maintient l'ordre par le sang. La hiérarchie s'évapore, pas leur cruauté. Irma Grese arpente les rangs, son fouet à la main. Elle impose des exercices physiques aux mourantes. Les femmes s'écroulent, elle frappe encore. Pourquoi punir ceux qui vont mourir? Le sadisme devient la seule gestion de crise. À 3 semaines de la capitulation, Grese fracasse les crânes de 2 sœurs. Leur crime, avoir ramassé des épluchures de pommes de terre. Elle utilise sa cravache sur une enfant. Elisabeth Volkenrath, elle, sélectionne les plus faibles lors des appels. Elle frappe ceux qui ne tiennent plus debout. Johanna Bormann engraisse ses porcs. À quelques mètres, les déportés s'autodévorent. Elle lâche son chien sur les femmes trop malades pour fuir. Les crocs déchirent la chair sous ses yeux. Le Reich n'existe plus que sur le papier. Pourtant, entre mars et avril 1945, ces femmes multiplient les supplices. L'inertie du système survit à la stratégie militaire. Elle torture et tue jusqu'à la dernière heure. 15 avril 1945. Les chars de la 11e division blindée britannique s'arrêtent devant les portes de Bergen-Belsen. Un officier allemand s'avance. Il tient un drapeau blanc. La passation de pouvoir suit une mécanique précise. Un armistice local a été signé. L'objectif n'est pas militaire, il est sanitaire. Stopper l'épidémie de typhus avant qu'elle ne dévore la région. Les nazis livrent le camp sans un coup de feu. Les écoutilles des tanks s'ouvrent, l'air s'engouffre. Aussitôt, l'horreur physique frappe les équipages.
Une odeur de putréfaction absolue, lourde et toxique, envahit les blindés. Des soldats aguerris, habitués au feu, vomissent dans leurs tourelles. Le major Dick Williams franchit l'entrée le premier. Le décor défie la raison. Des corps s'entassent par milliers. Les survivants ressemblent à des spectres. Certains tentent de marcher vers les libérateurs. Ils font 3 pas, ils s'effondrent. D'autres rampent, les doigts griffant la terre. Au milieu de ce charnier, le contraste est brutal. Les gardes SS attendent, impeccables dans leurs uniformes propres. Ils sont restés sur place, calmes, comme de simples fonctionnaires en fin de service. Ils surveillent encore les mourants. Le personnel de surveillance est toujours à son poste. 70 membres du personnel SS et des capots, tous arrêtés en quelques jours. Les Britanniques les transfèrent à l'école de chars de la Wehrmacht. À seulement 3 km du camp, les interrogatoires commencent. Irma Grese ne baisse pas les yeux. Elle porte encore son fouet. Un officier britannique entre dans une baraque. Grese bondit. Elle tente de l'attaquer. Les soldats la plaquent au sol. Elle est maîtrisée, menottée. Pourquoi Joseph Kramer est-il resté? Le commandant a ordonné à son état-major de maintenir l'ordre jusqu'à l'arrivée des Alliés. Il est convaincu de son immunité. Pour lui, il est un fonctionnaire, un simple rouage d'État. Les survivants, eux, commencent à parler. Leurs voix sont faibles, mais leurs récits sont précis. Torture systématique, meurtre de masse, cruauté pure. Les Britanniques écoutent les traducteurs. Le choc est total. Ils détiennent les pires criminels de guerre du Reich. Mais les accusés ne comprennent pas. Grese, Volkenrath et Bormann attendent une libération rapide. Elles pensent avoir respecté un contrat de travail. Certaines imaginent même une forme de célébrité. Irma Grese attend les journalistes. Elle s'attend à ce que le monde entier veuille entendre son histoire. Elle ne voit pas de crime, elle voit une carrière. La déformation totalitaire est absolue. Face au tribunal, elles gardent une certitude totale dans leur bon droit. Qui a le droit de juger un système? Le tribunal militaire britannique répond par sa seule présence. 17 septembre 1945, Lüneburg, Allemagne. Le réveil est brutal. L'adresse est précise, 30 Lindenstrasse. 45 accusés entrent dans la salle. 32 hommes, 13 femmes. Ce n'est pas un simple procès local, c'est une onde de choc internationale. Le dispositif est froid. Les accusés s'installent dans un box immense. Sur chaque poitrine, un carton, un simple numéro. Joseph Kramer porte le numéro 1, Elisabeth Volkenrath le 7, Irma Grese le 9. La bête de Belsen et ses subordonnés ne sont plus que des chiffres dans une procédure de guerre. 100 correspondants étrangers s'entassent dans la salle. Le brouhaha des machines à écrire couvre parfois la voix des huissiers. Le monde regarde. Ce procès de Belsen est un séisme géopolitique. Il est 2 fois plus massif que le futur tribunal de Nuremberg. L'accusation est menée par le colonel Backhaus. Les charges tombent. Meurtre, torture, brutalité systématique à Auschwitz-Birkenau et Bergen-Belsen. Les flashs des photographes crépitent. Les accusés fixent le vide. L'audience s'ouvre officiellement. Le 17 septembre, le procès s'ouvre. 2 mois plus tard, le monde obtient ses chiffres. 17 novembre 1945, le verdict tombe. 11 condamnés à mort. 8 hommes, 3 femmes. C'est un calcul simple. 11 cordes pour 11 criminels. 25% des accusés paieront le prix maximal. Le tribunal ne laisse aucune issue. Pas d'appel, pas de grâce, pas de pitié de dernière minute. Joseph Kramer entend la sentence, la pendaison. Elisabeth Volkenrath, la pendaison. Irma Grese, la pendaison. La justice militaire britannique est une machine froide. 14 personnes sont acquittées faute de preuves. 19 autres partent en cellule pour 1 an ou pour la vie. Mais pour les meneurs, le compte à rebours commence. Les 3 condamnés quittent la salle. Les gardes les escortent vers la prison de Lüneburg. Les murs sont épais. Le silence est total. Leurs illusions s'effondrent entre 4 murs de béton. Elles attendent le 13 décembre 1945. Londres a envoyé son meilleur expert. Albert Pierrepoint arrive en Allemagne. Il doit pendre 13 criminels nazis en une seule journée. 13. Les portes des cellules se referment. Face à la cour, 3 femmes. 11 condamnations à mort viennent de tomber. Mais dans le box des accusés, le choc est absent. L'effroi a laissé place à l'ennui. Elisabeth Volkenrath s'avance. Elle reconnaît ses grades, mais nie chaque meurtre. Sa défense tient en une phrase. Elle faisait son travail.
Pour elle, le chaos de Bergen-Belsen frappait tout le monde. Les déportés mouraient de faim. Les gardes, eux, manquaient de confort. Volkenrath place son inconsolable fatigue au même niveau que l'agonie des détenus. Irma Grez, 22 ans, préfère l'arrogance. Elle répond par des phrases courtes, sèches, méprisantes. Le procureur l'interroge sur son chien dressé à tuer. Elle rétorque « Je sais mieux que vous si j'avais un chien, n'est-ce pas ?» Grez déteste la répétition. Quand on évoque ses violences quotidiennes, elle sature. Elle exige que l'accusation cesse d'utiliser le mot régulièrement. Sa seule émotion survient lors du témoignage de sa propre sœur. Ce n'est pas du remords, c'est de l'apitoiement sur soi-même. Johanna Bormann, elle, plaide l'erreur sur la personne. Son chien, un simple animal de compagnie. Elle admet quelques gifles pour désobéissance, rien de plus. Elle affirme avoir voulu quitter la SS en 1943. Sa demande a été rejetée. Elle utilise ce refus administratif pour effacer 3 années de torture. Les preuves saturent pourtant la salle. Des dizaines de témoins pointent les mêmes visages. Le tribunal diffuse les films de la libération des camps. Dans l'assistance, les gens pleurent. Certains vomissent devant l'horreur des charniers. Les accusés regardent l'écran. Elles voient les cadavres. Elles voient les mourants. Elles ne cillent pas. Aucun signe de regret ne traverse leur visage. Elisabeth Volkenrath plaide non coupable. Elle nie tout. Pourtant, les témoins du procès de Lunebourg se souviennent avec précision de sa silhouette sur la rampe. Un glissement chronologique nous ramène en 1943, à Auschwitz-Birkenau. Volkenrath ne se contente pas d'observer. Elle seconde le docteur Josef Mengele. Le rituel de la sélection commence. À gauche, la vie éphémère du camp. À droite, la chambre à gaz. Pour elle, trier des êtres humains ou trier le courrier de la Kommandantur relève de la même routine administrative. Une logistique de la mort, froide, mécanique, sans incilement. Le silence pèse dans la salle d'audience. Les survivants défilent. Ils racontent les pendaisons qu'elles supervisent. Ils décrivent ses mains. Ces mêmes mains qui frappent celles qui ne travaillent pas assez vite. Un témoin raconte une scène précise. Volkenrath surveille un passage à tabac. Elle regarde une jeune femme s'effondrer, brisée à vie. Puis elle s'éloigne sans un mot. Elle a personnellement roué de coups une détenue jusqu'à l'infirmité permanente. Si Elisabeth Volkenrath agissait en bureaucrate de la mort, Irma Grez a transformé l'assassinat en sport. Pour elle, la violence n'était pas un outil, mais un plaisir. Grez portait un fouet. Elle aimait le sang. Les témoins décrivent une cruauté pure. Elena Copper affirme devant la cour que Grez orchestrait au moins 30 morts par jour. 30 vies, chaque jour. Dans l'unité disciplinaire qu'elle commandait, Grez forçait des femmes mourantes à porter de lourdes pierres au-dessus de leur tête. Elle tenait des heures sous le soleil ou dans le froid. Quand leurs bras fléchissaient, le fouet tombait. La jalousie dictait aussi ses choix. Grez sélectionnait les plus belles détenues pour les chambres à gaz. Elle ne supportait pas leurs reflets. Quand elle ne tuait pas de ses mains, elle utilisait ses chiens. Elle regardait les bêtes déchiqueter les prisonnières avec un plaisir visible. Johanna Bormann, elle, ne se déplaçait jamais seule. Son ombre était un lévrier de combat. Un loup capable de broyer des os. Témoin après témoin, le récit reste le même. Bormann lançait son chien sur les démunis. Dora Silberberg se souvient de la force des coups. Bormann lui brise 2 dents d'un seul revers. Puis, elle siffle. Le chien se jette sur l'ami de Dora. La bête la traîne par la jambe sur le sol du camp. Pour Elena Copper, Bormann était tout simplement la gardienne la plus détestée de tout Bergen-Belsen. Lors des sélections sur la rampe, Bormann s'approchait du docteur Mengele. Elle tendait le doigt. Elle désignait elle-même les victimes pour les chambres à gaz. 8 décembre 1945. La prison de Lunebourg ne suffit plus. Pour exécuter 11 condamnés du procès de Belsen, l'armée britannique doit déplacer la logistique de la mort, ou pendre 13 personnes en une seule journée. Les ingénieurs britanniques ont trouvé la réponse à Amla. Amla, la ville du joueur de flûte. Un décor de conte de fées pour une purge bien réelle. Le 13 décembre, le convoi s'arrête devant la prison de Westphalie. Les ingénieurs royaux ont déjà transformé les lieux. Ils ont bâti une chambre d'exécution spéciale. À l'intérieur, une structure massive domine la pièce, une double potence. L'objectif est purement technique, doubler la cadence. La mécanique permet d'exécuter les prisonniers côte à côte, 2 par 2. Le calcul est simple, la potence peut briser 13 nuques en moins de 8 heures. Pour garantir une mécanique sans faille, Londres dépêche son meilleur atout. Il ne s'agit pas d'une vengeance, mais d'une procédure d'État. L'homme s'appelle Albert Pierrepointe.
À 40 ans, il est le bourreau le plus prolifique de Grande-Bretagne. Sa carrière débute en 1932. Son palmarès compte déjà plus de 200 exécutions. Pierre Pointe n'est pas un amateur, c'est un technicien de la mort. L'armée lui confère le grade temporaire de lieutenant-colonel, un civil en uniforme pour une mission chirurgicale. Il débarque en Allemagne avec ses instruments et son assistant, le sergent-major Richard O'Neill. Ce dernier parle couramment allemand, un traducteur pour les derniers mots. Le contraste est total. Les nazis laissaient agoniser leurs victimes pendant des minutes entières. Chez Pierre Pointe, tout est réglé. 10 secondes. C'est le temps qui s'écoule entre l'entrée du condamné et l'ouverture de la trappe. Un clic métallique. Le vide. La rupture des cervicales est instantanée. Le 12 décembre, la préparation commence. Pierre Pointe entre dans la prison de Hamelin. Il ne voit pas de monstres, il voit des poids et des mesures. Dans le système britannique, le personnel pénitentiaire s'occupe des relevés. Ici, le bourreau opère seul. Il déballe ses outils. Une table de correspondance, une corde, un carnet. Chaque condamné doit passer par une inspection stricte. Pierre Pointe s'approche de la première cellule et ordonne aux prisonniers de sortir pour la peser. Pourquoi peser des condamnés à mort? Le bourreau possédait une table de correspondance. Elle ne pardonnait aucune erreur. Albert Pierre Pointe ne voyait pas des monstres, il voyait des paramètres, une équation physique. Trop de cordes et la tête est arrachée. Pas assez et l'agonie par strangulation dure des minutes. Le droit britannique exigeait une mort instantanée, la rupture des vertèbres cervicales. Elisabeth Volkenrath s'avance la première, 26 ans. Taille, 5 pieds 3 pouces. Poids, 130 livres. Elle monte sur la balance. Son visage reste de marbre. Pierre Pointe note les chiffres, consulte ses abacs et tranche. Pour elle, la chute sera de 7 pieds 6 pouces. Irma Grèze suit. Elle a 21 ans. C'est la plus jeune. Poids, 150 livres. Pierre Pointe racontera plus tard son incrédulité. Grèze rit. Un rire nerveux ou arrogant, comme face à un jeu. Elle ne semble pas réaliser qu'il lui reste moins de 24 heures à vivre. Le calcul tombe. 7 pieds 4 pouces de chute. Le contraste est brutal avec la dernière femme, Joanna Boorman. Le tribunal lui donne 45 ans. Elle en a 52. Elle est frêle, 5 pieds de haut, à peine 101 livres. Boorman tremble. Ses mains s'agitent sur le plateau de métal. Elle murmure en allemand. « J'ai mes sentiments. » C'est l'unique aveu de terreur de tout le groupe. Pierre Pointe finit de remplir son registre. Pour compenser sa légèreté, la chute de Boorman est fixée à 8 pieds 2 pouces. Le calcul est terminé. Joanna Boorman quitte la balance et retourne dans l'obscurité de sa cellule. Pour elle, le verdict de la gravité est tombé. Une chute de 8 pieds et 2 pouces. Elles sont 3 dans ce couloir de la prison de Hameln. Irma Grèze, Elisabeth Volkenrath et Joanna Boorman. Leurs cellules s'alignent vers une porte unique. Au bout du couloir, la chambre d'exécution attend. Le silence n'existe pas. Durant toute la nuit du 12 décembre, les bruits de la mort traversent les murs. Le claquement sec de la trappe conteste. Le pas lourd des gardes britanniques sur le béton. Le grincement du mécanisme congresse une dernière fois. Certains témoins décrivent une scène irréelle. Les 3 femmes auraient passé leurs dernières heures à rire et à chanter des hymnes nazis. D'autres rapports mentionnent les sanglots étouffés d'Irma Grèze. La vérité se situe entre les deux. Un cycle violent entre le déni et la terreur pure. La bravade SSS s'effondre face à la réalité de la corde. Le temps s'écoule par à-coups. Les dernières minutes de 1945 s'effacent. Puis, la lumière grise du 13 décembre 1945 finit par filtrer dans le couloir. À 9h34, le 13 décembre 1945, la prison de Hameln bascule dans une précision mécanique. Le brigadier Patton Walsh supervise l'opération. L'ordre est strict. Les femmes mourront seules sur la potence. Les hommes, eux, passeront par paire pour gagner du temps. La logistique de la mort ne tolère aucun retard. Madame Wilson, sous-gouvernante de la prison de Strangeways, surveille chaque geste. Tout est prêt. Les cordes pendent. Le mécanisme de la trappe a été testé plusieurs fois. Il fonctionne sans un accroc. Un détail qui garantit une rupture nette des vertèbres. Pourquoi la précision de l'ordre de passage divise-t-elle encore les historiens? Albert Pierre Pointe, le bourreau, affirme dans ses mémoires avoir commencé par Irma Grèze, la plus jeune d'abord.
Mais les certificats de décès officiels et la presse de l'époque contredisent son récit. Selon les registres militaires, c'est Elisabeth Volkenrath qui monte la première. Cette divergence souligne l'obsession bureaucratique du moment. Chaque seconde doit être consignée. À 9h34 précise, le premier verrou claque. La porte de la cellule s'ouvre. La préparation commencée à l'aube du 13 décembre 1945 touche à sa fin. Le protocole remplace l'émotion. Un mécanisme remplace la justice. La porte de la chambre d'exécution s'ouvre. 2 gardes escortent Elisabeth Volkenrath. Ses mains sont déjà liées dans son dos par des lanières de cuir. Elle avance vers la trappe en bois. Albert Pierrepoint, le bourreau, n'hésite pas. Son geste est technique, chirurgical. Il place une cagoule de coton blanc sur la tête de la condamnée. Puis la corde. Il ajuste le nœud coulant avec précision sous l'oreille gauche. Le levier bascule. Le bois craque. L'ancienne coiffeuse d'Auschwitz disparaît dans le vide. Un bruit sourd résonne sous le plancher. C'est le choc des vertèbres cervicales qui cède. Un pendu peut mettre 25 minutes à mourir. Le cerveau s'éteint, mais le cœur, autonome, continue de battre dans la poitrine. L'armée britannique refuse d'attendre l'heure réglementaire entre chaque exécution. Le planning est trop chargé. 30 secondes après la chute, le médecin militaire intervient. Il s'approche du corps suspendu. Il sort une seringue. L'aiguille pénètre la poitrine. Il injecte du chloroforme directement dans le muscle cardiaque. L'effet est foudroyant. Le cœur s'arrête en quelques secondes. Le protocole médical valide le décès. Le corps est détaché puis déposé sur une civière. Les gardes emportent le cadavre hors de la pièce. 22 ans. C'est l'âge d'Irma Grese lorsqu'elle s'avance vers la potence. 29 minutes après l'exécution de Volkenrath, le protocole reprend pour la plus jeune condamnée. La porte s'ouvre, la silhouette apparaît. Ici, les témoignages divergent. Pour certains, Grese s'effondre, elle sanglote. Les gardes doivent la soutenir, traîner ce corps qui refuse d'avancer. D'autres décrivent une lutte acharnée, des cris, des coups de pied. La bête de Belsen hurle face au vide. Pourtant, le bourreau Pierrepoint se souvient d'autre chose. Une marche calme. Un visage de marbre. Dans le silence de la salle, un seul mot claque. Schnell. Vite. Un dernier ordre. Une ultime impatience de celle qui a dirigé les camps par la terreur. L'idéologie a dévoré l'instinct de survie. À 10h03, la trappe bascule. Irma Grese devient la plus jeune femme exécutée sous la juridiction britannique au XXe siècle. 10h38. La troisième femme s'avance. Elle pourrait être la mère d'Irma Grese. Johanna Bormann a 52 ans. 7 ans de carrière dans les camps, 7 ans de torture. Le bourreau Pierrepoint note un détail. Elle boite. Ses pieds traînent sur le sol du couloir. Le bruit est sourd, rythmé, obsédant. Elle n'est plus la gardienne qui lançait ses chiens sur les détenus. Elle n'est qu'une vieille femme hagarde. 10h38. Bormann tremble. Son corps refuse d'avancer. Elle a tout entendu. Le claquement sec de la trappe, 2 fois déjà. Puis le silence. Elle sait que le vide l'attend. Le protocole est mécanique. La cagoule, la corde, le poids du corps. L'ancienne missionnaire bascule dans l'ouverture à 10h38 précise. 1 heure de travail. 3 femmes exécutées. Après les femmes, les bourreaux passent aux hommes. La procédure s'accélère. Albert Pierrepoint et son assistant vident les cellules du personnel masculin de Bergen-Belsen. Le rythme devient industriel. Les exécutions s'enchaînent par paires sur le double gibet. 13 criminels de guerre. Moins de 7 heures de travail. À 12h11, Joseph Kramer monte à la potence. On l'appelle la bête de Belsen. À ses côtés, le docteur Fritz Klein. Klein triait les déportés pour les chambres à Auschwitz. Le treuillage grince, les trappes s'ouvrent. Puis viennent Peter Weingartner et Georg Kraft. Puis Franz Hössler et Wilhelm Dörr. Puis Ansgar Pitschen et Franz Stoffel. À 16h17, les 2 derniers corps basculent dans le vide. L'efficacité est clinique, la fin est anonyme. Les corps restent suspendus 1 heure, c'est le protocole. Ensuite, les soldats décrochent les pendus. Ils retirent les cordes. Ils déposent les restes dans des cercueils de bois brut. Pas de cérémonie. Pas de sépulture d'honneur comme pour les dignitaires du régime. Les autorités enterrent les 13 condamnés directement dans la cour de la prison. Les tombes ne portent aucun nom. En 1954, l'administration décide d'effacer les dernières traces. On déterre les restes.
On les transporte vers le cimetière d'Hamamel, à Hamla. Là-bas, les corps rejoignent une section non marquée. Aujourd'hui, le site n'est qu'un champ vide. Les herbes folles recouvrent la terre. Aucun monument, aucune plaque. Le cimetière d'Hamamel est devenu le lieu d'une disparition définitive. Le terrain est aujourd'hui une friche envahie par les mauvaises herbes. Alors que les corps des 13 condamnés refroidissaient dans la cour de la prison de Hameln, 37 000 de leurs collègues s'évaporaient dans la vie civile. Une dissolution méthodique. La machine de mort nazie comptait 37 000 gardiens SS actifs. 10% étaient des femmes. 4 000 surveillantes. Le bourreau retire sa paire de gants. Les dossiers se ferment. 13 pendus d'un côté, 37 000 libres de l'autre. Le calcul est simple, brutal. La majorité de ces femmes n'a jamais vu l'intérieur d'un tribunal. Elles ont simplement retiré l'uniforme noir pour enfiler des vêtements civils. L'ancienne gardienne de Bergen-Belsen effaçait les taches de sang et se tenait désormais devant un tableau noir. Elle devenait institutrice. Elle enseignait la morale à des enfants. D'autres fondaient des familles. Elle préparait le dîner, lisait des histoires le soir, vieillissaient dans le confort. Leurs crimes restaient enterrés dans les fondations de l'Allemagne d'après-guerre. 37 000 contre 13. Le contraste est un gouffre. Pour les condamnés de Hameln, la justice a été totale. Procès filmés, photographiés, archivés. Les témoignages des survivants ont été gravés dans le papier pour contrer l'oubli. Mais pour les 4000 autres femmes, le silence a été la règle. Aujourd'hui, Bergen-Belsen est une terre de mémoire où l'on marche entre les fosses communes. 50 000 personnes y ont péri. Chaque année, les survivants et leurs descendants s'y retrouvent pour une cérémonie. Ils se rassemblent pour que la souffrance ait un sens. Le déséquilibre des chiffres choque. 13 exécutions face à des milliers de bourreaux en fuite. Cette disproportion force le monde à interroger la justice. Était-ce une sentence ou une vengeance? La question du bourreau au visage d'enfant hante les tribunaux de 1945. Peut-on pendre des femmes à peine sorties de l'adolescence? En Europe, à cette époque, la majorité civile est fixée à 21 ans. Irma Grese en a 22. Elle est entrée dans le système des camps presque enfant. Ses avocats plaident l'obéissance aux ordres. Ils invoquent son milieu social ordinaire. Le tribunal rejette tout. L'âge n'excuse pas le massacre de masse. L'origine modeste ne justifie pas la cruauté. L'ordre hiérarchique s'efface devant la torture. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann. 3 noms, 3 parcours de citoyennes banales devenues furies. Elle ne subissait pas le système, elle l'animait. Chaque matin, elle faisait un choix, frapper des prisonnières épuisées, choisir qui irait à la chambre à gaz, lâcher les chiens sur les mourants. Elles ont maintenu la terreur jusqu'au bout. Même quand l'Allemagne s'écroulait, même quand la défaite était certaine. Un seul geste de pitié aurait pu les sauver devant leur juge. Elles ont choisi de tuer jusqu'à la dernière minute. Les juristes ont prouvé la culpabilité. Pourtant, les psychologues cherchaient la réponse à une autre question. Comment une infirmière ou une dactylo ordinaire devient-elle un sadique? Le mal ne porte ni cornes ni queue. Il commence par de petits compromis. Une cruauté banale. Une violence que l'on finit par accepter comme une norme. L'ingénierie du Troisième Reich a méthodiquement brisé la psyché humaine. Le protocole était précis. D'abord, la déshumanisation. L'autre n'est plus un homme, mais un sous-homme. Ensuite, la pression du groupe. Les expériences de Milgram confirmeront plus tard ce mécanisme de soumission à l'autorité. Le système récompensait la brutalité, il punissait la compassion. Pour Irma Grese ou Johanna Bormann, la morale a disparu sous le poids des insignes. L'individu s'efface devant la fonction. Le garde reçoit un pouvoir absolu sur la vie et la mort. La violence devient une routine administrative. On s'habitue aux cris comme on s'habitue au bruit d'une machine. L'idéologie fournit l'excuse, la formation fait le reste. Le processus est total. Il transforme le voisin de palier en bourreau méthodique. Une fois la limite franchie, le retour en arrière est impossible. La structure a broyé leur conscience. Mais Johanna Bormann et Irma Grese ont fait un choix personnel. Était-il possible de refuser? Oui. Des gardes ont demandé leur transfert sans être exécutés pour autant. Elles ont choisi de rester. Le 13 décembre 1945, prison de Hamelin. La ville des contes de fées devient le théâtre d'un calcul froid. 3 femmes montent à l'échafaud. Elles n'étaient pas nées monstres. Elles sont devenues le pur produit d'un système qui a libéré leurs instincts les plus vils.
Elles ont succombé à l'ivresse du pouvoir absolu. Le plaisir de décider qui respire et qui s'éteint. Une domination totale. Dans la boue de Bergen-Belsen, la dignité humaine n'était qu'un souvenir lointain. Elles ont torturé, de leur propre volonté. Le bourreau fait son office. Les corps finissent dans des fosses anonymes. Pas de nom, pas de stèle. La mémoire s'efface devant l'ampleur du massacre. 13 000 cadavres gisent encore dans le camp de Bergen-Belsen lors de sa libération. 13 000. Hamelin n'est pas une fin, c'est un avertissement. Le 13 décembre 1945, le nœud coulant se resserre sur des monstres. Mais ces monstres ont commencé leur vie comme des voisins, des collègues, des citoyens ordinaires. À Bergen-Belsen, la mort n'était pas un accident de guerre, c'était une procédure. 13 000 corps attendaient les libérateurs, un tapis de chair humaine, fruit d'un choix quotidien. Lequel? Celui de la déshumanisation. Le mal commence par un compromis, une petite concession, un regard détourné devant une injustice mineure. Puis, l'habitude s'installe. Irma Grese n'est pas née avec une cravache à la main. Elle a choisi le pouvoir grisant de décider qui vit et qui meurt. Ce plaisir est une drogue. Elle est accessible à tous. Aujourd'hui encore, le mécanisme est identique. Il suffit de nier l'humanité de l'autre pour que le bourreau se réveille. La vigilance est le prix de la liberté. Les bourreaux de demain ne portent pas encore d'uniforme. Ils sont parmi nous, jeunes, beaux, insignifiants. Le système ne force personne à la cruauté. À Bergen-Belsen, certains gardes ont refusé de frapper. Ils ont été transférés. Ils ont survécu à leur conscience. Grese et Bormann, elles, ont choisi la domination. Elles ont transformé des êtres humains en matricules avant de les transformer en cendres. L'histoire se répète si l'on oublie les visages. Ne regardez pas seulement les victimes, regardez les coupables. Apprenez à reconnaître les signes du mépris avant qu'ils ne deviennent des ordres. Refusez de participer au silence. Chaque petite résistance est un rempart contre l'horreur absolue. Le dossier de Hamelin prouve une chose. Le monstre ressemble à s'y méprendre à l'homme dans le miroir. Identifiez la déshumanisation dès ses premiers mots.